Salut à toutes et à tous, mes très chers goths, on se retrouve pour un top 10 all-time, on se retrouve avec cette magnifique chemise. Un top 10 all-time consacré aux joueurs les plus insupportables de l'histoire du tennis. Un classement, attention, ultra subjectif, mais aussi ultra second degré. Je préfère mettre un disclaimer tout de suite, ne vous enflammez pas, ne vous emballez pas si vous retrouvez votre joueur préféré dans ce top. C'est plutôt flatteur, en réalité. On est sur un contenu plaisir coupable à 10 000%, en fait je l'ai envisagé comme une conversation entre potes où on peut dire exactement ce qu'on pense sur un joueur sans filtre. J'ai essayé d'établir quelques critères. Alors, le premier pour moi, c'est un truc énervant sur le jeu du joueur. Le deuxième critère, c'est un truc énervant sur sa personnalité. Et si les deux sont cumulés, bah là, forcément, c'est bingo, quoi. On monte très très haut dans le classement. Et en fait, on va voir dans cette vidéo que les joueurs insupportables, est-ce qu'ils sont pas finalement à la fondation, au fondement de notre passion du tennis? Est-ce qu'on s'embêterait pas en fait sans ces gars-là? Eh bien, on va répondre tout de suite à cette question juste après un petit mot du sponsor, et on se retrouve juste après. J'ai envie de vous parler d'un produit qui s'installe absolument partout et qui va complètement changer votre manière de consommer vos contenus. JMGO et son projecteur portable Picoflix sponsorisent cette vidéo. Avec le projecteur portable Picoflix, vous êtes incroyablement flexible sur votre utilisation, que ce soit en voyage, lors d'une soirée entre amis, ou même dans un tout petit appartement si vous êtes citadin. Le projecteur se déploie partout grâce à sa petite taille. Regardez, ça fait la taille de ma tête, c'est-à-dire tout petit, et son pied fourni, et vous pouvez absolument tout y configurer en natif. Google TV, YouTube, Netflix, toutes vos applis de streaming peuvent y être enregistrées. Bon, regardez-le, il est trop mignon. Le Picoflix dispose d'un autofocus qui replace l'image à la perfection, quelle que soit son inclinaison. Il projette du 1080p et dispose d'une luminosité 420 ISO lumens. Bon, en gros, ça veut dire que vous pouvez recréer une ambiance cinéma chez vous, avec en plus un son qui sort directement du projecteur. Mais c'est bien sympa tout ça, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi regarder du tennis. Et attendez, on est quand même là pour ça. Et là, je vous avoue que passer du smartphone ou même d'un ordinateur portable à une diagonale qui peut aller jusqu'à 4 mètres en fonction du recul de votre pièce, c'est une dinguerie. Le petit plus du Picoflix, c'est aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de le brancher sur secteur. Avec une autonomie de 4h30 en mode éco et des ports HDMI et USB pour brancher vos différents périphériques comme des consoles de jeu, on est sur un produit à la fois portable et ultra versatile que vous pouvez emmener littéralement partout. Jusqu'au 23 septembre, donc en gros là c'est ce mardi, c'est une offre ultra limitée sur la Fnac. Le projecteur passe de 699 € à 499 € et vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé pour en profiter. Allez, on attaque avec le numéro 10 de ce top et c'est Marin Cilic. Oh oh la pire routine au service de tous les temps, de l'histoire de l'humanité, même joueurs amateurs compris. C'est l'enfer, sa routine au service. Il est dans le top, c'est insupportable. En fait, le gars, pour résumer, je pense que vous l'avez, mais il fait rebondir la balle 150 fois. T'as l'impression, et puis il lève son pied, il soulève son pied, il lève son pied, il soulève son pied. Tu sais pas ce qui se passe. Puis tout d'un coup, il lance la balle comme s'il avait un spasme, comme s'il avait un AVC. J'en ai fait des cauchemars de cette routine, vous n'imaginez même pas. Surtout que je me suis tapé des centaines de matchs dans ma vie de Marin Cilic, parce qu'il a été très très fort à une époque. Il a remporté l'US Open en 2014. Et en fait, le tricks, alors c'est un peu tard maintenant pour vous faire découvrir ce cheat code pour pouvoir regarder des matchs de Marin Cilic en toute tranquillité, c'est de commencer les matchs 30 minutes en retard. Comme ça, vous pouvez passer sa routine, vous pouvez en fait réussir à survivre à la routine de Marin Cilic, ce qui est toujours en fait une épreuve de force. Et du coup, dans ce grand n'importe quoi, au début des années 2010, où t'avais des Rafa, des Novak qui faisaient rebondir la balle parfois, mais pendant 30 secondes, t'étais là, mais jouez, bordel, jouez au tennis, on est là pour ça, quand même. Tu m'étonnes que les matchs durent 4h50, le temps de jeu effectif, c'est 25 minutes, enfin bref. Suspendu 9 mois pour dopage de Marin Cilic, réduit à 4 mois ensuite. Évidemment, c'était une erreur, et c'était le close table avant l'heure, on peut le dire. 9e joueur de ce classement, et là, tout de suite, on commence à tricher, on met 3 joueurs pour le prix d'un, c'est El Famoso Big 3. Alors, 3 joueurs individuellement qui ont eu des traits insupportables, on va en parler, mais le plus insupportable, en fait, c'est qu'on ne pouvait jamais parler sereinement de ces mecs. T'avais l'impression que dès que tu critiquais un tout petit peu 1%, 2% de ces gars-là, on te disait, t'es un hater, tu détestes Federer, tu détestes Rafa, tu détestes Novak. En fait, il y avait tellement une façon binaire de penser ces gars-là, c'était insupportable. On était dans un culte de la personnalité, avec des fans ultra toxiques, et donc t'étais forcément un pro ou un anti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore aujourd'hui, parfois je vois dans les discussions, dans les commentaires, on est toujours sur cette vision binaire qui est absolument insupportable. Alors on va commencer par Federer, on va se les faire dans l'ordre, de toute façon les 3. Le côté très condescendant, très égocentré de Roger en début de carrière, c'est moi le plus beau, c'est moi qui ai le plus beau jeu, tout le monde le dit. Je suis le joueur de l'establishment tennistique. Et jusqu'à ses 30 ans, on voit qu'il est très condescendant.
vis-à-vis de Murray, je me souviens de certaines déclarations, parce que moi j'ai suivi le truc à l'époque, où il le regarde, il le prend de haut, mais à un niveau, vous imaginez même pas, avec Novak Djokovic. Il en a parlé d'ailleurs dans son documentaire, il y a pas si longtemps que ça, où il regrettait d'avoir été si condescendant envers Novak Djokovic, qui lui a fait payer tarif triple. On va évoquer du bout des lèvres ses tenues à Wimbledon, qui, franchement, c'était ridicule, quoi. C'est ridicule de porter des trucs à 20 000 $, ça, pour rentrer sur le center court. Il y avait quelque chose d'un petit peu grand guignolesque dans tout ça. Évoquons le cas Rafa. Alors Rafa, les routines de l'angoisse, les bouteilles, les serviettes, les cheveux derrière les oreilles, le calbar. Aïe 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 aïe, mec, t'as un énorme boule, pourquoi tu portes des boxers XS? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Aïe aïe aïe. Il a rendu fou tout le monde. Il a rendu fou tout le monde. Les 30 secondes pour servir, les 35 secondes pour servir, couvertes par les arbitres, couvertes par les officiels. Alors à un moment donné, ça a explosé, quoi. Et justement, la règle des 25 secondes qui a été mise en place, c'est Rafa Nadal et aussi Novak Djokovic. Les deux, c'était la paire, hein. Franchement, là, t'avais des moments, parfois, où t'avais 1 minute 30, sans jeu, sans points, sans rien. C'était franchement insupportable. Novak Djokovic, justement, insupportable, la phase amour épais, là, gourou, Pépé Imaz, les trucs comme ça, là. En fait, on a l'impression qu'il voulait tellement avoir l'aval des gens, l'amour des gens, qui forçait le truc à un niveau qui était assez maladif. Il avait ce besoin maladif d'être aimé, ce qui peut se comprendre parce qu'il est arrivé en 3e et voilà, il a toujours chassé ça. Et puis en fait, au moment où il a un peu quitté ce mindset-là, je trouve qu'il est devenu plus sincère, il est devenu plus naturel et du coup plus appréciable. Et ça, c'est arrivé quand même assez tard, hein, dans sa carrière. On peut parler aussi de toutes les techniques de diversion, de metagame qu'il a pu utiliser, parfois jusqu'à l'excès, assez regrettable, assez insupportable parfois. Mais le plus insupportable, c'était pas forcément les traits spécifiques de ces trois joueurs-là. Je l'ai dit en intro, c'est plutôt tout l'environnement très toxique autour du Big Three. Et je fais partie de ceux qui sont assez réservés, hein, par rapport aux effets long terme de trois joueurs qui, quelque part, ont dépassé leur sport. Et quand on devient presque un demi-dieu, hein, du tennis, du sport, et qu'on est considéré comme tel par toute une horde de fans hystériques, eh bien ça crée un climat insupportable. Le joueur numéro 8 de ce classement, c'est Robin Söderling. Alors attention, on rentre dans la catégorie très spécifique des voleurs. Alors il va y en avoir 2-3 juste après. Juste le gars, en fait, fondamentalement malhonnête, quoi. On se souvient de ce qui s'est passé à Rome, là, contre Rafa Nadal, en 2009, juste avant leur match à Roland-Garros, où Söderling avait réussi à battre à la stupeur générale Rafa sur le Châtrier. Mais avant ça, à Rome, il y a une marque, et le gars, on voit bien, 1 mètre à côté, il montre une autre marque. Alors là, forcément, ça crée un esclandre, ça crée une situation complètement loufoque, surtout que 2 ans avant, en 2007, il s'était affronté à Wimbledon, et Söderling, il avait déjà attendu que Nadal le regarde, et il avait tiré son slibard, il avait arraché son slibard, la couture de son slibard, pour montrer à Rafa, bon, moi aussi je peux le faire, hein, le coup du boxer XS, ça va. En fait, c'était un peu la génération Söderling, et c'était la génération Berdych. Je trouve que c'était des gars, Berdych, en début de carrière, qui n'était pas du tout apprécié par Rafa, encore une fois, mais par d'autres joueurs. En fait, c'est des gars qui amenaient une certaine forme de tension, qui n'hésitaient pas à intimider, voire à provoquer les meilleurs joueurs pour essayer de leur rentrer sous la peau comme ça, et essayer de les faire tilt. Et je trouve que c'est une caste d'ailleurs qui a un petit peu disparu, et c'est pour ça, même si Robin Söderling a eu un comportement complètement insupportable, je trouve que cet archétype-là manque au tennis. Un type de joueur qui a bel et bien disparu du circuit, c'est Jimmy Connors, qui est le numéro 7, odieux avec les arbitres, odieux avec les officiels, odieux avec le public, et surtout, odieux avec ses pairs. C'est la tête à claque originelle, c'est l'authentique pourriture, mais dans le bon sens du terme, parce que voilà, c'est un archétype tellement fou, t'as vraiment envie de t'engager contre lui. C'est un gars qui est infâme, qui est horrible, des relations toxiques avec tout le monde, odieux avec Ivan Lendl qu'il traitait de poule mouillée, odieux avec McEnroe qui arrivait un petit peu après Connors, et qu'il a pris, mais directement il s'est dit bon, c'est moi le mâle alpha américain, toi je vais te défoncer. Il a rien fait pour essayer de le soutenir, et même encore aujourd'hui, on sent il y a une tension, il y a une acrimonie entre les deux joueurs, et en fait Connors, il est relativement isolé par rapport à sa génération, parce qu'il a eu un comportement qui défiait toute logique. Même sur son run fabuleux en 91 à l'US Open, il va trouver le moyen de traiter un arbitre de clochard, avec tout le monde comme ça, avec une espèce de frénésie. En fait, c'était un manipulateur, et c'était quelqu'un qui générait une énorme tension, qui réussissait à instrumentaliser un climat ultra toxique qu'il mettait lui-même en place. Numéro 6, en parlant de Jimmy Connors, on va évoquer le cas John McEnroe, qui fait partie de cette liste des 10 joueurs les plus insupportables. Alors aussi, le joueur préféré de toute une génération, parce que
cet esthétisme, parce que cette prise unique, parce que ce côté gaucher, ce côté extrêmement aérien dans ces grandes années, mais des craquages qui sont passés à la postérité. Je vais pas vous faire l'insulte de vous répéter quelques grandes punchlines de John McEnroe, mais quelque part on allait voir ce joueur pour ses craquages. Je me demande si c'est pas un peu le cas de Medvedev d'ailleurs actuellement, ou de certains joueurs, Kyrgios, des joueurs où tu savais qu'il allait se passer quelque chose. John McEnroe, tu savais qu'il allait craquer, tu savais que tu allais ressentir des émotions contradictoires avec ce joueur-là. Et en fait, il va bizarrement passer plus ou moins entre les gouttes pendant l'essentiel de son prime, sauf en 90, à l'Open d'Australie, avec une règle en plus qui avait été un peu conçue autour de ses agissements. En gros, 3 avertissements et on t'exclut. Et il s'est fait exclure d'un match à l'Open Australie, je crois que c'était un 8e de finale, avec un comportement indigne où il finit par insulter le juge arbitre. Le numéro 5 de cette liste n'est autre que Nick Kyrgios, le fou du bus originel, un comportement de gros bébé pleurnichard sur le court et en dehors. Alors pour moi, c'est pas forcément les jets de raquettes, ça j'ai un seuil de tolérance très élevé par rapport à ça. Les intimidations ultra récurrentes vis-à-vis des arbitres, ça c'est pareil, ça peut m'amuser un petit peu. Quand ils traitent le gars de patate, bon, c'est rigolo. Si c'est tous les matchs, par contre, c'est un peu moins gaulerie. La condescendance aussi, même si je peux avoir mes limites par rapport à ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. En fait, non, ce qui me dérange le plus avec Nick Kyrgios, que je trouve insupportable, c'est le sentiment de persécution permanent. La victimisation d'un ancien enfant, en fait, qui était enrobé, on le sait, hein, c'est un gars qui a très mal vécu son enfance, qui se faisait persécuter, qui se faisait harceler, et qui du coup reproduit ces schémas une fois adulte, tout en essayant de faire passer le truc sur Instagram en mode développement personnel, bullshit, ses podcasts et tout. Il y a un côté très moralisateur qui colle pas du tout avec son comportement. Vous avez des centaines de vidéos autour des débordements de Nick Kyrgios, mais quand tu vas aller marmonner dans ta barbe, ouais, Kokinakis s'est tapé ta meuf en jouant Stan Wawrinka, et derrière tu vas aller faire des leçons de morale, des trucs, des machins, bon, en fait, commence déjà par balayer devant ta porte. Numéro 4 de ce classement, on boit un petit coup d'eau. Alors là, je vais parler aux OG de la chaîne, aux Original Gangsters, qui ont suivi le tennis au début des années 2000 et qui ont vu Radek Stepanek être une espèce d'étoile filante. Le Cameron Norrie de son époque, je dirais, un Cameron Norrie sous amphétamine, un comportement complètement aléatoire sur le court, comme lorsqu'ici, hein, il mima le serpent sur une célébration, des petits pas chassés, à chaque fois qu'il réussissait une volée, on voyait le torse en avant et tout. Je sais pas comment ce gars ne s'est pas fait monter sur un lustre dans sa carrière. Vraiment, il avait un comportement, c'était, en fait, il était presque candide, mais en même temps, on sentait qu'il avait une image de lui-même, un ego, mais surdimensionné. Surtout quand on parle de Radek Stepanek, on parle de ses trophées, mais pas que. On parle de sa vie sentimentale et quelqu'un qui est sorti avec Hingis, Vaidisova, Kvitova. Et la grande question qui agitait le monde du tennis à l'époque de la carrière de Radek Stepanek, c'était de comprendre quel était son secret. Est-ce que c'était l'humour? Est-ce que c'était quelqu'un d'extrêmement drôle? Peut-être, voilà. Très tactile aussi avec la copine de Sébastien Corda, mais cela ne nous regarde pas. Allez, on était sur du menu fretin, on rentre désormais dans le lourd du classement, sur le podium. Alors là, attention, hein, mes très chers goths, les places sont chères, les places sont très chères. Il y a une grande réflexion de ma part. Je veux bien d'ailleurs votre podium des joueurs les plus insupportables, que ce soit de façon objective ou complètement subjective. Et moi, j'étais obligé de mettre Marcelo Rios, un joueur magnifique, majestueux, d'un talent inouï, peut-être le plus grand talent à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, alors qu'il a été numéro 1 mondial, mais aussi le joueur le plus détesté de son époque, absolument infâme avec les journalistes, odieux avec ses pairs. Alors j'ai une liste d'anecdotes, je vais pas tout vous les faire, mais bon, déjà quand le gars, encore récemment, en 2018, il est capitaine adjoint de l'équipe du Chili, et il répond aux journalistes, il leur dit: en fait, les gars, je vous invite à pratiquer une activité là entre vous que je vais pas pouvoir vous raconter hein, sur cette chaîne, mais vous imaginez bien. Un joueur qui, du coup, a défrayé la chronique. On a pas mal d'anecdotes qui sont sorties au fil du temps. Il a été notamment accusé par son ex-femme de l'avoir balancé hein, d'une voiture en pleine conduite. Il a, alors ça, j'adore. Il a roulé en Jeep sur son préparateur physique avant de le virer. Peut-être qu'il aurait pu le virer avant, ça leur a évité de lui rouler dessus, d'avoir à lui rouler dessus. Je pense que ça aurait pu être un peu plus, voilà, dans un meilleur ordre. Il y a eu quelques histoires aussi en boîte de nuit assez folles, hein, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et aussi incarcéré à Rome en 2001, donc il a frappé un chauffeur de taxi, parce que voilà,
je sais pas. Et ensuite, les flics sont intervenus et il s'est battu avec les flics. Rangez vos Daniil Medvedev, rangez vos Nick Kyrgios, rangez tous les joueurs de cette liste. Non, le deuxième joueur le plus insupportable de tous les temps, eh bien c'est Ilie Nastase. Et là, il y a aucun débat. On est dans l'objectivité la plus pure. Le bad boy originel, celui qui lance les mutineries, celui qui fomente les coups d'état, le perturbateur ultime. Des dérapages très problématiques ces dernières années. Là pareil, on va pas en parler sur la chaîne, vous faites vos petites recherches et vous allez voir. Alors il y a tellement d'événements en fait qu'on pourrait pas... C'est impossible, hein. Il faudrait faire une vidéo de 50 minutes hein, sur Ilie Nastase. J'ai choisi d'en retenir un qui à mon avis illustre parfaitement le joueur roumain, parce que c'est le co-auteur de l'un des plus grands débordements de l'histoire du tennis. C'était à l'US Open en 79, deuxième tour contre John McEnroe. En fait on vient de bouger à Flushing Meadows, et il est à 2 doigts sur ce match de créer une émeute parce qu'il fait n'importe quoi. Il conteste toutes les décisions, il s'allonge sur le terrain, mutinerie le gars. Il fait que prendre à partie le public, à rigoler, à faire attendre John McEnroe quand il veut servir, il refuse de jouer certains points, il se moque des juges de ligne. T'as l'impression que le mec, il est en craquage complet. Sur un match, non, il était quasiment tout le temps comme ça, Ilie Nastase. Et donc il avait un côté séduisant aussi avec certaines personnes dans le public, il arrivait à les prendre avec lui, à Roland-Garros. Je pense que si vous êtes un ancien, vous avez assisté à certains moments de Ilie Nastase, et en fait il transformait le spectacle tennistique en énorme cirque. Et ça c'était son kiff, il adorait foutre le bordel, c'était son kiff. Alors au bout du 48e débordement, il se fait sanctionner par l'arbitre, il se fait disqualifier. La police arrive parce que le public est en train de jeter des canettes. Ah là, ils sont là et la moindre canette, voilà, elle arrive sur le court. C'est un sketch. C'est à 2 doigts de partir complètement en sucette. On sait pas trop comment ça tient. Finalement, ils arrivent à repartir. McEnroe va remporter le match. La situation, elle est récupérée in extremis. Et en fait, ce match 79, ça coïncide avec la métamorphose du tennis, où ça devient un sport un peu plus mainstream, où on va voir du tennis comme on va voir un combat de gladiateurs ou les jeux du cirque, et on a des personnalités comme Connors, comme Nastase. On oublie souvent Nastase parce qu'il a pas le palmarès en or des McEnroe et des Connors, mais c'est un gars qui a beaucoup compté dans cette subversion, dans cette évolution du tennis. Et après il y a des anecdotes plus marrantes, comme la fois où il avait payé un gars pour lui choper un chat noir. Il avait payé 500 balles, il avait récupéré le chat noir, il l'avait foutu dans le sac de son adversaire, voilà. Ilie Nastase. Nous y sommes, c'est le moment tant attendu de cette vidéo. Le GOAT des joueurs insupportables n'est autre que Daniel Kollerer. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le surnom déjà, ça va vous calmer tout de suite. Crazy Danny. Le premier joueur de l'histoire à avoir été suspendu à vie du tennis à 28 ans. Ça pose le bonhomme, ça pose les bases hein, déjà, voilà, ça vous calme. Il a truqué 3 de ses matchs. Il était en roue libre, hein. De toute façon, on va expliquer pourquoi. On va détailler l'histoire de Daniel Kollerer, qui est pas forcément connu de tout le monde, là, qui regarde cette vidéo. Alors, on a eu des dérapages en tout genre, des crachats, des insultes, et des insultes horribles. Horrible. Il a été saisi à la gorge par Stefan Kubek, qui a craqué en plein match, qui l'a pris comme ça par la gorge, et qui lui a dit « Mais arrête tes conneries, là, ça suffit, là, c'est fini. » Le mec était en roue libre. Le mec était en roue arrière pendant toute sa carrière. En roue arrière, en permanence. Impossible pour lui de trouver des partenaires d'entraînement. Personne voulait s'entraîner avec ce mec. Donc il frappait le mur, il n'y avait pas d'autre choix. Il est suspendu en 2006 déjà pour 6 mois parce qu'il a un comportement ignoble en Amérique du Sud, il s'embrouille avec tout le monde. Il a même eu en fait une pétition de la part des joueurs sud-américains à une époque pour essayer de l'exclure déjà. Il y avait une réunion de, je crois, 70 signatures. Ils n'en pouvaient plus, les mecs. C'était horrible. Mais derrière cette exclusion, derrière ce côté un peu autodestructeur, bah, il y a le décès de sa mère. C'était lors du Challenger en 2009. De Rome, c'est un Challenger qui va remporter. C'est un joueur qui a réussi à intégrer les 100. C'était l'un de ses objectifs. Et à partir de ce décès-là, en fait, ça va être une spirale. Ça va être une spirale parce que c'était une personne dans sa vie qui comptait beaucoup. Déjà qu'il était complètement odieux juste avant ça. Il était vraiment sur un comportement dégueulasse hein, sur beaucoup de matchs. Là, ça en fait ça va précipiter sa chute. Il va prendre de très mauvaises décisions. Et ça nous montre aussi peut-être que est-ce que le comportement irresponsable et insupportable de certains joueurs, il y a parfois un contexte autour de ça. En tout cas,
aucun doute, aucun débat, Daniel Kollerer est bel et bien juste devant Elinastase, le joueur le plus insupportable de tous les temps. Un immense merci à JMGO d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir activement Service Volé. Retrouvez mon offre spéciale en description, vous avez 200 € de réduction sur le Picoflix qui est un projecteur portable, une véritable Smart TV intégrée. Retrouvez toutes vos applications en natif directement sur le projecteur portable, que ce soit Netflix, HBO Max, Disney+, YouTube même pour regarder Service Volé. Vous avez jusqu'au 23 septembre pour profiter de cette offre et regarder vos contenus sur une diagonale allant jusqu'à 4 mètres. C'est une dinguerie.